Parle-nous de ta première transaction, celle qui a plus attiré l'attention ce mois-ci. Bon, mais bien entendu, c'est la transaction qui a fait la une de plusieurs journaux. Là, c'est Bonjour à tous, un mois est passé. Aujourd'hui, on vous parle des grandes transactions qui ont occupé notre attention et notre temps pour le mois d'octobre 2025. J'ai avec moi aujourd'hui Laurent Paquin, Sophia Miliani et également Christian Pomerleau, Managing Partner de la division financement, qui va venir apporter son expertise à la table aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. bonjour Thierry. Salut Thierry. Bonjour. Donc, très étonnante progression du marché au Québec. Ce qui est important de voir, c'est que en termes de multilogement, on maintient un volume qui est fort intéressant. Le nombre de transactions légèrement à la baisse, un volume transactionnel légèrement à la baisse, mais on retrouve une normale là, après les hausses importantes de 2023-2024. En termes d'espace bureau, une grande hausse au niveau du volume transactionnel intéressant. Les terrains, on va aller voir les particularités de ça avec Sophia. Il y a beaucoup de transactions de commerce de détail qui se sont faites de façon importante. Mais avant de commencer, Christian, j'aimerais ça t'entendre sur les CMB, puis comment est-ce on va voir les variations se passer, selon toi, dans les prochaines semaines. Au moment où on se parle, on est à la fin du mois de novembre 2025. Ouais, un petit pouls du marché. En fait, pour ceux qui suivent les CMB, ben, vous savez que le CMB en ce moment, il est à 2,89. Il bouge en dents de scie là, depuis à peu près un mois. Le temps, il prend deux trois points, il perd deux trois points. Mais depuis 10 jours, c'est bizarre un peu parce que avant une annonce, parce que la prochaine annonce, c'est le 10 décembre, dans une douzaine de jours. Avant une annonce, ben, on voit une tendance. Puis là, on a comme une tendance à la baisse, mais je ne pense pas que le taux va baisser le 10 décembre. Puis de toute façon, la baisse est assez petite. Là, on perd un ou deux points là, par jour. Puis on a eu une baisse là, en octobre, puis je pense pas qu'en décembre, on va en avoir une. Il faut comme laisser entrer là, ce qui est déjà rentré dans les deux dernières baisses pour voir ça va être quoi l'évolution des marchés avec ça. Puis là, je dirais que les arguments derrière ça, c'est surtout que l'inflation est quand même bien maintenue. On est à 2,2 en ce moment sur la mesure d'octobre. L'inflation sous-jacente est sous contrôle. Il y a un petit rebond là, au niveau du produit intérieur brut, là, ce qui fait que l'économie est encore là. C'est sûr que c'est plus l'énergie qui traîne ça, là, puis les dépenses publiques, mais quand même, euh, c'est ça. Il y a beaucoup de forces qui se contredisent, mais je pense que la prochaine annonce risque d'être un statu quo. Puis il y a plusieurs choses qu'il va falloir regarder là, dans les prochaines semaines. Là, probablement l'annonce de statistiques, les statistiques là, qui vont sortir sur l'emploi, sur le vrai calcul du produit intérieur brut du mois d'octobre, peut-être les prévisions de novembre, puis l'indice des prêts à la consommation, puis aussi les tarifs de Trump. C'est un peu ça qu'on va regarder dans le futur, là, mais le marché est quand même pas aussi mauvais qu'on pensait. Fort intéressant, Christian. Puis je sais que tu nous gardes un punch qu'on va garder à la toute fin là, de cette présentation-là aujourd'hui. Donc, on va vous demander de garder l'antenne parce que Christian va nous annoncer quelque chose d'important qui a été annoncé ce matin par la CHL. Donc, fort intéressant de voir qu'il y a une certaine stabilité. Au moment où on se parle aussi, on voit que les volumes transactionnels commencent à descendre pour le temps de l'année. Puis en même temps, ben, c'est que les gens veulent attendre à l'année prochaine souvent. Les gens ont fini leur année déjà et mentalement vont redébuter la deuxième semaine du mois de janvier. Laurent, on va enchaîner avec toi. Je sais qu'il y a plusieurs transactions commerciales dans le commerce des détails d'importance qui ont eu lieu au courant du mois d'octobre, mais il y en a deux en particulier qui ont attiré ton attention. Tu nous donnais un peu les éléments qui entouraient ces transactions-là. Oui, définitivement Thierry, ce que je vais vous parler là, en ce moment, dans le marché, là, on a vu l'industriel qui volait depuis plusieurs années à du 3 milliards transactionnels par année, total des actifs transigés. On est descendu depuis juillet, on est stable à du 2,5-2,4 milliards. Puis en ce moment, dans le commerce de détail, on est passé de 1,9 milliard à 3,1 milliards. Donc en ce moment, puis je vais en venir avec la grande transaction que je vais présenter tantôt,
Donc, en ce moment, le retail dépasse quand même largement l'industriel. C'est la catégorie d'actifs qui est la plus transigée en ce moment, due à deux grosses transactions qui ont eu lieu cette année, dont une que je vais vous parler tantôt. Puis il y a une autre petite transaction aussi que je vais prendre le temps de faire le tour, bien entendu. Wow, incroyable. Commerce de détail à la hausse, bureau à la hausse. On sent que les gens veulent recommencer à se diversifier parce qu'ils sentent définitivement un besoin qui va venir se définir à travers le temps, là, où est-ce que les gens vont peut-être continuer vers le commerce électronique, mais à vouloir un certain niveau de commerce au détail, plus des venues plus boutiques, et aussi l'espace bureau là, qui va être très en demande. On le calcule dans les prochaines années. Ça va devenir quelque chose de fort important. Sophia, peux-tu nous parler de ce qui se passe en termes de terrain? Tantôt, on se parlait en ligne et tu me parlais d'une transaction qui t'avait fait pas loin d'un terrain majeur là, qui vient de se transiger. 100%, Thierry, 100%. C'est une transaction que je vais repasser un peu plus tard, que je vais vous présenter. Mais je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur les statistiques terrain trimestrielles de cette fois-ci, parce qu'il y a des bonnes nouvelles là-dedans. Moi, je vois en ce moment, là, quand on a compilé tout ça, une hausse de 15% au nombre de transactions à l'échelle provinciale et un volume transigé qui vient de grimper à 12,1% pour le marché du terrain. C'est incroyable. On sent vraiment que le marché est en train de reprendre. Les gens vont plus vite. Les gens ont recommencé à avoir de l'appétit pour du terrain. Si je prends deux exemples concrets, Montréal, les transactions viennent de bondir de 21,1% et le volume explose à 35,4%. Si je m'en vais à Laval, j'ai une croissance solide de 10,9% au niveau des transactions et une hausse du volume à 38,5%. Tout ça, là, sans compter la Montérégie, Laurentide, Outaouais puis Estrie, où est-ce qu'on est en train d'observer une hausse modeste entre 2 et 4%. C'est un signe d'un marché équilibré hors des grands centres, mais globalement, on est en train de voir, après le creux qu'on a vu à la mi-année 2025, le volume des transactions repart à la hausse depuis le mois d'août qu'on est en train de regarder ça. Et aujourd'hui, au mois de novembre, on est capable de donner une petite stat comme ça sur le global de l'année. Ça nous annonce un quatrième trimestre énormément plus actif. Wow, fait qu'encore une fois, un volume qui est là. Il y a beaucoup de gens qui ont financé des actifs dans les 2 dernières années, qui n'ont pas encore réinjecté. Les gens, littéralement, en ce moment, se promènent avec des cartes de crédit vides, composées par l'équité dans leurs immeubles qui ont refinancé. Ils sont prêts à acheter. Ils sont prêts à acheter à des forts montants, en volume transactionnel, multilogement. On voit aussi la tendance qui se maintient. Montréal, le prix de la porte reste en moyenne à 200 000 la porte avec tous les actifs confondus. On voit aussi un TGA de 4,3. Au niveau provincial, encore là, le TGA, lui, se maintient, mais est à la baisse. Au fait, il est en train de se décompresser. Là, on parle de 4,4 de TGA. Donc, on sent qu'à la région, il y a peut-être moins de transactions immobilières qui se passent ou des transactions immobilières qui se passent à des prix qui sont plus près de la valeur économique. On va enchaîner tout de suite avec Laurent. Parle-nous de la première transaction, celle qui a plus attiré l'attention ce mois-ci. Bon, mais bien entendu, c'est la transaction qui a fait la une de plusieurs journaux, là. C'est la vente des promenades Saint-Bruno, qui est une très grosse transaction de 482 millions de dollars. L'immeuble ici, là, on parlait de, juste en pieds carrés, 1 536 000 pieds carrés d'immeuble, 3 millions de pieds carrés de terrain. Ça, Thierry, c'est un prix de 314 le prix par pied carré pour l'immeuble et 185 pour le terrain. C'est un immeuble, la plupart des gens ne le savaient pas, c'est un immeuble qui est certifié BOMA Best Art. On parle de 5700 places de stationnement, c'est énorme, au coin de la 30 et de la 116. Les promenades Saint-Bruno avaient été construits et inaugurés en 1978, puis ensuite de ça, avaient été agrandis en 91. Puis dans les dernières années, il y avait eu 227 millions, fait que tout près de la moitié de la valeur qui avait été investie depuis 2015. Fait que c'est une très grosse transaction. On a ici le vendeur Cadillac Fairview, qui est un joueur très connu dans le marché, que tout le monde a déjà entendu le nom. Mais l'acheteur, qui est Primaris REIT, qui est un joueur un petit peu moins connu, mais qui s'en vient très important en ce moment dans les centres commerciaux au Canada. C'est rendu le numéro 1 pour les centres commerciaux fermés. Il possède 15,6 millions de pieds carrés de centres d'achat pour une valeur de 5,4 milliards. Fait que ça, c'est une transaction vraiment intéressante qui a suscité mon attention. D'ailleurs, c'est eux autres aussi qui ont acheté le CF Limbridge, les Galeries de la Capitale, Halifax Shopping Center,
puis plusieurs autres gros là, centres d'achat. Fait que ça avait été la grosse transaction importante. Sinon, on a vu aussi passer une transaction, une vente de 5 Rona. Fait que ça, c'était une vente. Il y avait eu le Rona là, à Brossard, à Saint-Bruno-de-Montarville, à Granby, Saint-Hyacinthe et Belleuil. C'est une transaction majeure, encore une fois, transaction de 103 millions de dollars. Puis ici, le vendeur, c'était Gagnon et Fils, qui était un groupe familial qui détenait depuis longtemps, qui avait exploité les quincailleries Rona aussi à l'époque. Et l'acheteur, c'est Société immobilière Galion, qui est aussi un joueur bien connu dans le portrait québécois. Pas intéressant de voir des géants comme et pour plusieurs nouveaux joueurs sur le marché euh, apparaître d'un peu nulle part. Des groupes qui sont très organisés, tant juridiquement que financièrement, qui sont capables de faire un underwriting rapide et complet de produits, puis qui achètent des produits en masse comme ça pour aller chercher des positionnements très niches et spécifiques sur le marché. Je pense à la vente justement des promenades de Saint-Bruno, ici avec bien sûr une accessibilité TOD qui est intéressante à cause du chemin de fer qui passe à proximité, les axes autoroutiers, mais aussi en conception d'un développement futur de cette section-là de Saint-Bruno dans les prochaines années. Donc, fort intéressant de voir ça. On regarde toujours des plans à long terme, un peu comme le Royal Mount, c'est un peu le même concept ici. On le promenade de Saint-Bruno, c'est un endroit qui est isolé. Donc, fort intéressant, Laurent, merci. Christian, est-ce que tu peux nous parler du financement fait saillant pour octobre 2025? Absolument, absolument. Écoute, ce que je vais discuter avec vous, c'est surtout un projet de redéveloppement. C'est un immeuble au 1990 William dans le sud-ouest, à Griffintown. Tu sais, pour situer un peu les gens, là, la rue William, là, elle est relativement connue, mais c'est une petite rue très étroite là, au sud de Notre-Dame. Puis c'est ça qui mène à l'Arsenal contemporain, là, où est-ce qu'il y a plein d'expositions, fait que souvent les gens peuvent se placer par rapport à ça. Il y a beaucoup de constructions là, principalement des condos, des unités locatives. Mais l'immeuble actuel, c'est un petit bâtiment industriel commercial avec des bureaux administratifs, des entrepôts. C'est un vieux bâtiment en briques beige craqué là, qui était vraiment dû pour la réfection. C'est une construction de 1959 qui a 2 étages, briques et bois. Puis là maintenant, il y a une entreprise qui a acheté ça pour le redévelopper. Le projet qui a été approuvé, il prévoit à peu près 300 appartements sur 10 étages, fait qu'on parle complètement d'un nouveau portrait. Il va y avoir 186 places de stationnement à aménager au sous-sol. Euh, la conception, c'est faite par l'atelier Chaloub, les architectes, c'est une grosse boîte, puis eux autres, c'est les mêmes qui ont fait la tour Belvédère, puis le voltige 1 et 2 sur le boulevard Sauvé. Ils ont le Mist, le Hérin, le Canal sur Saint-Patrick. Fait que, tu sais, ils font des gros projets, là. Puis c'est eux qui, il y a plusieurs années, ont bâti Cité 1030, là, où est-ce que j'ai mon bureau, mais en tout cas dans le 1030. Les informations sur le prêt, ben, c'est un prêt qui a été fait à la fin octobre 2025. On parle d'un financement de 114 500 000 à peu près, avec une deuxième tranche supplémentaire par-dessus pour un 23 millions qui court sûrement avec un intérêt assez solide. Puis les parties impliquées là-dedans, ben, tu as le créancier principal qui est BMO, mais l'emprunteur propriétaire, c'est les immeubles William Griffintown. Fait que c'est sur la rue William, c'est à Griffintown, fait que c'est certainement pas dans le nom de compagnie qui ont mis le plus d'énergie. C'est une coentreprise entre le groupe Omnia Technologies, qui est un promoteur, constructeur qui est basé à Laval, puis Castello Immobilier, qui est un investisseur immobilier de la famille Fortin. Fait que sûrement un autre beau projet moderne qui va pousser dans les prochains mois dans le secteur de Griffintown, où est-ce qu'il y a encore pas mal de construction d'ailleurs. Donc, deux groupes solides là, qui s'amalgament pour faire une transaction comme celle-là. Il faut avoir de l'expérience dans ce secteur-là. Griffintown s'est développé, là, grosso modo, à partir des années 2000 et qui est quand même pas mal standard comme secteur, une belle proximité au centre-ville. Donc, j'aime le niveau de risque qui a été pris ici. Connaissant les parties qui font ce projet-là, ayant autant d'expérience, il faut que tu connaisses ton base de locataire puis tu saches exactement qui va venir occuper les lieux. Fort intéressante transaction. Merci beaucoup, Christian. Sophia, sans plus attendre, parle-nous de cette méga transaction qui a eu lieu en terrain en mois d'octobre 2025.
Super, Thierry. Fait que dans le fond, c'est un même terrain qui a été vendu 2 fois en moins de 30 jours pour le même prix, 22,8 millions. C'est une des opérations foncières les plus stratégiques de l'année à Laval, puis vous allez comprendre pourquoi. On parle d'un terrain d'environ 934 000 pieds carrés situé au coin de Saint-Martin-Ouest et de Monté-Champagne. On est dans le secteur de Sainte-Dorothée. C'est un secteur que je connais extrêmement bien d'ailleurs, puisque moi-même, j'ai vendu en 2024 le terrain directement contigu à celui-ci. Donc, le déroulement de ces 2 transactions. La première, c'est le terrain a été vendu par Raymond Chabot. On sait que c'est le séquestre, dans le fond, du groupe Guzzo, dans le cadre de leur restructuration financière actuelle. L'acheteur, Groupe Montagny, donc un des joueurs les plus solides actuellement qu'on connaît très bien dans le secteur industriel au Québec. 20 jours plus tard, Montagny revend le terrain à Costco Canada au même prix, 22,8 millions de dollars. Donc, pour moi, ici, c'est un cas d'école. Montagny a saisi un actif issu d'une situation de détresse, le repositionne immédiatement et il sécurise une sortie institutionnelle parfaite avec un géant comme Costco. Costco, eux, c'est parfaitement aligné avec leur stratégie d'expansion. C'est des terrains industriels lourds, en bordure, avec des axes routiers et assez vastes pour qu'ils puissent mettre, dans le fond, soit un futur entrepôt Costco ou bien un centre d'affaires avec station-service. Le prix de 24 et 41, le pied carré, est en train de nous confirmer la stabilité du foncier industriel stratégique à Laval et surtout dans l'ouest de Laval. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est que en un mois, ce terrain est passé d'un actif en crise à un pivot logistique majeur. Sainte-Dorothée est en pleine transformation et chaque transaction est en train de contribuer, dans le fond, à redessiner ce visage économique qu'on est en train de voir dans l'Ouest lavallois. Donc, c'est une transaction qui va faire parler cette année. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Costco va nous mettre là. J'espère que ce sera un entrepôt Costco. J'habite pas loin, donc ça va me faire plus proche. Fort intéressant, belle transaction, planifiée. On ne s'imagine pas le travail que Montagny a dû avoir avec le groupe Costco avant. Là, on voit une transaction pivot qui s'est faite en très peu de temps, en quelques jours seulement, là, en termes de calendrier immobilier. Mais finalement, il a dû avoir en amont de tout ça des discussions, des choix de terrain, etc. Et tout à coup, au bon moment, à cause de l'activité des parties, et du fait qu'ils ont gagné le bid au niveau du syndic, ils sont capables de ramasser un site de cette taille-là qui va valoir une fortune tantôt et sur lequel on va avoir quand même un joueur majeur qui va venir s'installer. Bien sûr, si on s'en va vers le commerce de détail, mais à ce moment-là, ça va venir bénéficier aux gens de la région et faire augmenter les prix de tout ce qui est résidentiel dans le secteur. Donc, je trouve que c'est une belle transaction écosystème. Pour ma part, j'aimerais vous parler d'une transaction qui a eu lieu du côté de Côte-Saint-Luc. Toujours été très populaire, Côte-Saint-Luc, donc pas très très loin du Royal Mount, du côté ouest de Décarie. 3 immeubles, 16 étages, une vente intéressante, environ 400 unités, vendues à près de 291 000 la porte, pour une transaction de près de 128 millions de dollars. Donc, c'est encore une autre transaction qui a eu lieu en haut de 100 millions de dollars au Québec. Et on est en train de les encaisser une après l'autre, ces transactions-là. Impressionnant de voir la quantité d'argent qui transige sur notre marché quand il y a d'autres marchés provinciaux qui ne fonctionnent pas bien. Donc ça, c'est fort intéressant. Ici, on a un family office qui opère depuis 60 ans, donc qui gère ses actifs, qui les développe, qui ont décidé de vendre ce projet-là pour aller vers quelque chose de plus concret, plus dans le développement du neuf et venir concrétiser des positions internationales qu'elle possède. Et bien sûr, l'acheteur qui est bien connu chez nous, en fait, est dans la business depuis très longtemps, la Corporation Première Québec, aussi connue sous Federal Real Estate, là, qui est une firme connexe, qui vient faire cette acquisition-là, qui est en développement aussi. Hein. Tous les joueurs majeurs privés ont une portion de leur portfolio en briques et bois, en béton, comme cette acquisition-là. Ils font aussi du développement pour la construction neuve. Question de répartir leurs risques à travers tout leur portfolio. C'est ce qu'ils ont fait ici. Naturellement, ils vont repositionner cet actif-là avec une vision à long terme sur tout ce qui va se passer du côté ouest de Décarie et du macro-développement là, qui se passe autour du Royal Mount. Donc, fort intéressant. Christian, on veut savoir c'est quoi ton punch? OK, wow. Écoute, le punch, en fait, c'est qu'il y a eu un nouvel avis aujourd'hui
un avis 268 de la SCHL. C'est des avis qui émettent quand ils ont besoin de faire des grands changements. Fait que c'est sûr, je peux dire que les Facebook, puis les groupes immobiliers en ce moment, puis les grands investisseurs, c'est sûr qu'ils sont en contact en ce moment avec les banques, avec leurs spécialistes pour voir les impacts. Je vais rester très bref dessus parce qu'on pourrait en parler dans un show complet, mais ça touche la construction, fait que tout ce qui est existant n'est pas vraiment touché par ça. Au niveau de l'efficacité énergétique, les programmes d'APH Select avec efficacité énergétique maintenant vont voir la référence du Code national du bâtiment et le Code national de l'efficacité énergétique du bâtiment de 2020. Donc, on va se référer à un code beaucoup plus récent qui est plus précis, qui a des paliers différents aussi au niveau de l'immobilier. Et puis, un changement au niveau du pourcentage d'efficacité énergétique qu'on doit avoir pour se qualifier. Fait qu'évidemment, le pourcentage a augmenté, donc c'est un petit peu plus difficile de se qualifier. Puis aussi, ben, il y a un nouveau calcul, une vérification à faire au niveau de la retenue pour la réalisation du revenu locatif. Un petit peu plus complexe. On attend d'avoir des détails, des réponses, parce qu'en ce moment, ce qui se passe, là, ce qu'on entend, là, c'est un peu flou. Fait qu'on veut avoir des chiffres ou des choses, des critères un petit peu plus précis pour celui-là. Mais c'est sûr que ça crée une pression sur les proformas, surtout sur les gros bâtiments. Il va falloir s'ajuster, comme à toutes les annonces de la SCHL, on s'ajuste. C'est pas la vie et la mort, là, c'est juste qu'il y a un ajustement, une adaptation qui doit être faite d'ici septembre prochain, où est-ce que ces mesures-là vont être mises en place. Même les ingénieurs qui sont spécialisés en efficacité énergétique vont devoir ajuster leur tir aussi, leur analyse, vont devoir être plus attentifs aux subventions, aux aides financières qui vont pouvoir être amenées aux emprunteurs pour alléger ce fardeau-là. Fait que moi, je vous dirais, là, appelez votre courtier hypothécaire, commercial, construction, PMML pour discuter de tout ça, puis ce que ça va avoir comme impact sur vos projets. On va être là pour vous épauler. Fort intéressant. On vit dans un monde en changement au niveau immobilier. La CHL qui vient annoncer une nouvelle aussi importante. C'est là, à ce moment-là, que c'est important d'être bien entouré puis d'avoir quelqu'un à qui on peut parler pour prendre les bonnes décisions en ligne avec les objectifs de la CHL puis du financement, de refinancement de notre portfolio. Ce que je retiens aujourd'hui, la province de Québec demeure très attractive pour des acquéreurs qui sont de l'extérieur de la province, également pour des multinationales comme Costco là, qui veulent venir s'installer. Il y a un changement de main important en train de se faire au niveau du commerce de détail en ce moment qu'il va falloir suivre de près, également en espace bureau. Je retiens aussi que le CMB devrait rester techniquement relativement stable, ce qui est une excellente nouvelle là, pour le multilogement. Donc, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. C'est toujours fort pertinent. Puis, on vous voit le mois prochain pour nos prochaines grandes transactions.